On a circulé entre de Google à Platon, de la machine à laver au découpage moléculaire, de Figeac à Shenzhen. On a parlé d'inégalité, d'écosystèmes, de métropole, de Harry Potter. En vous écoutant, je me disais qu'effectivement, le chiffre que vous indiquiez pour J.K. Rowling était à peu près l'équivalent de la moitié du capital de Licite. Donc ça donne aussi des ordres de grandeur sur certains succès éditoriaux où cette hyper-polarisation, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux travaux de Licite, avec ou sans baguette magique. Et puis sur cette conclusion quand même aussi sur un monde qui ne se dématérialise peut-être pas tant que ça, et les conséquences aussi en matière de ville, en matière de croissance urbaine, en matière de gestion urbaine. Vous évoquiez la question des services, des utilities, qui est évidemment essentielle et qui fait partie aussi de cette forme de réindustrialisation de la ville. Alors, Bruno Latour a publié récemment un petit ouvrage qui s'appelle « Où atterrir ?» On peut se demander effectivement dans ce monde et dans cet environnement, un peu de temps en temps, où poser ses bagages, ou son bagage, et puis avec qui s'interconnecter justement pour être dans une forme pour non pas subir ces transformations, mais autant que faire se peut, les anticiper, voire même les construire ou les co-construire. Et c'est vrai ce que vous disiez, quand on regarde les photos abondantes qu'a transmises l'année dernière tout au long de son séjour à 400 km au-dessus de nous, Thomas Pesquet, en particulier de nuit, traversant au-dessus de l'Europe. On parle beaucoup du Grand Paris. On voyait un Grand Paris tellement compliqué, et puis on voyait la tâche de Londres aussi tellement compliquée et finalement assez voisine, et le système urbain de la Belgique et celui des Pays-Bas et la Ruhr. Et on a vraiment le sentiment qu'on est rentré dans cette forme à la fois de ville, bien sûr, de territoire métropolitain, mais d'autres choses également qui constituent finalement notre environnement urbain aux uns et aux autres. Donc peut-être pour poursuivre, je vous propose à Max Roche, s'il est parmi nous, je ne l'ai pas encore... Ah oui, Max, bonjour, de nous rejoindre. On va réussir. Max Roche, qui est le directeur général adjoint du groupe Eiffage. Bonjour, prenez place. À Christian Lucien Martin, sous-directeur de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture au ministère de la Culture. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Karine Saloff-Coste, qui est directrice de l'attractivité à la ville de Paris. Serge Bossini, directeur de l'innovation au ministère de l'Environnement. Merci, rejoignez-nous. Keith Slingerland, qui est Business Director, ou directeur du développement économique au sein de AMS à Amsterdam, et partenaire important de Licite. Et Laurent Trille, qui est directeur de l'enseignement à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Voilà, je pense que je n'oublie personne. Et bien sûr, Pierre Vels, merci de rester avec nous pour cet échange. Alors, la règle du jeu que j'ai proposée à chacune, c'est de ne pas recourir à des présentations en faisant le pari que je pense qu'on a tous en tête les éléments prioritaires à partager dans une discussion comme celle-ci. Notre échange porte, vous le voyez ici, sur cette thématique générale, construire la ville de demain. Moi, ce que j'ai proposé dans les échanges préparatoires, c'est une sous-question entre les grands événements comme la préparation des JO, la préparation d'un certain nombre de grandes candidatures, on peut parler du rugby ou de l'Expo France 2025, des grands appels à projets qui sont vrais aussi bien au niveau des collectivités, Réinventer Paris, Inventons la métropole du Grand Paris, la Seine et ses canaux, que en matière de recherche à travers le plan d'investissement d'avenir. Les grandes mutations, elles ont été largement évoquées ce matin et par Philippe Chamichian, Cécile Delorme, Anne-Sophie Barthez et Pierre Vels dans son
son propos. Tout cela entraîne des conséquences en matière de gouvernance, en matière d'intelligence des villes de demain et bien sûr aussi en matière d'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, je vous propose qu'on chemine autour de ces idées ce matin. Et je souhaitais, pour commencer, peut-être, s'il en est d'accord, passer la parole à Max Roche pour réagir du point de vue d'un groupe comme Eiffage, partenaire d'ICIT, groupe mondial aussi. Comment vous réagissez par rapport aux propos, notamment aux éléments conclusifs de Pierre Veyl sur le rôle sur cette forme de réindustrialisation de la ville, et un peu comment vous voyez, vous, votre positionnement dans cet ensemble d'établissements et d'institutions de recherche et d'enseignement supérieur. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Pour essayer de donner des éléments de réponse à la question posée, vue par un groupe donc de BTP et de concessions comme Eiffage, je dirais que d'abord, je souscris absolument à ce qu'a dit Pierre Veyl tout à l'heure sur le fait qu'il faudrait vraiment, quand on parle de la France, intégrer à notre production industrielle tout ce qui concerne les activités de services, d'utilities, parce que il se trouve que c'est dans ces domaines-là que nous excellons. Et il se trouve qu'effectivement, les méthodes de comptabilisation, trop souvent, ne les prennent pas en compte. Alors, pour ce qui concerne donc mon groupe, Eiffage, qui donc a commencé dans ses partenariats, a engagé déjà un partenariat depuis le début de l'année 2017 avec l'IFSTAR, ce qui lui a permis de connaître, en fait, d'apprendre à connaître ICIT Futur. Pourquoi donc avons-nous engagé des discussions avec ICIT? Eh bien, parce que nous partons historiquement donc d'un métier donc qui est dans le, si on peut dire, dans le hardware. Hein. On est des constructeurs, on manipule les matériaux, on les organise, on les met en œuvre. Mais en fait, nous découvrons, ce qu'a dit encore une fois Pierre Veyl tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas seulement de produire des objets, mais il s'agit de concevoir, de mettre en œuvre des systèmes et ensuite de les exploiter. Et donc, de ce fait-là, partant donc de nos métiers traditionnels, nous évoluons vers donc la conception et réalisation et exploitation de systèmes. Et je voudrais citer à ce titre quelques exemples de ce sur quoi nous travaillons. Partant donc de construction de bâtiments, promotion immobilière aussi, nous découvrons que maintenant, ce qui paraissait utopique encore quelques années, mais qui est effectif maintenant, c'est qu'en fait, on est amené à réaliser des écoquartiers complets, c'est-à-dire des pans de ville durables, intégrant tout ce qui est matériaux, énergie, eau, déchets, mobilité, la nature en ville, même l'agriculture en ville, les solutions numériques. Et ce n'est pas un seul sujet que nous devons maîtriser, mais c'est pour faire un vrai quartier durable tel qu'on le conçoit, mais nous devons être au meilleur niveau sur chacun de ces sujets, ce qui suppose d'acquérir au sein de l'entreprise des savoirs, des compétences, des expériences que nous ne sommes pas capables d'avoir seuls et pour lesquels nous avons absolument besoin de partager et de nous enrichir mutuellement avec des organismes de recherche, des écoles, des universités. L'autre exemple, à côté donc des quartiers de la ville durable, c'est la route de demain. Hein. On en parle beaucoup. C'est le fait que la route ne sera plus seulement un moyen de transport des biens et des personnes, mais qu'il faudra la réfléchir autour de la capacité de recycler donc les revêtements, peut-être de produire ou de stocker de l'énergie, et puis certainement, absolument, d'intégrer les technologies numériques qui feront que la route, non seulement ça sera le support du transport physique, mais ça sera aussi la moyen de communiquer et d'interagir et d'échanger de l'information entre les usagers et également les exploitants de la chaussée. Donc là encore, la route, ce n'est pas seulement un objet à construire, mais c'est tout un système à réaliser et ensuite à exploiter. Et
je dirais, le cas ultime de la route, le cas le plus sophistiqué de la route pour nous, puisqu'on est concessionnaire d'autoroute, c'est l'autoroute. Et l'autoroute de demain, on est en train d'y réfléchir. Qu'est-ce que ça sera en 2025, en 2030 ? Comment allons-nous exploiter nos autoroutes? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on sera capable de faire avec les drones, avec la robotisation? Quels services nouveaux il faudra rendre à nos clients, pas seulement de les transporter d'un endroit à un autre, mais qu'est-ce qu'on devra faire dans les aires de service? Toutes ces questions, autour également bien sûr le bilan carbone de nos autoroutes. Comment allons-nous nous intégrer, permettre donc le développement de l'usage des véhicules électriques sur nos autoroutes? Comment on va donner accès, on va permettre la circulation des véhicules autonomes? Toutes ces questions, nous nous les posons et, encore une fois, nous avons besoin d'élargir notre champ de coopération pour bien y poser et pour chaque fois re-questionner des choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui, en fait, sont à la lumière donc, des évolutions technologiques toujours nouvelles et différentes. À l'échelle d'un groupe comme Eiffage, aujourd'hui, Eiffage, c'est combien de collaborateurs à travers le monde? C'est à peu près 70 000 collaborateurs, voilà, donc dont 65 000 en France. Donc, quand vous parlez de transformation et d'ouverture, comme vous venez de l'indiquer, voilà, c'est vraiment un enjeu industriel, ça concerne beaucoup de monde. La question que je voulais vous poser, c'est ces mutations qui sont à l'œuvre, ce passage, comme vous le disiez, de métiers traditionnels à la gestion et à la production de systèmes complexes, aussi ce changement d'échelle dans lequel vous intervenez, vous parlez d'écoquartier. C'est-à-dire, à quelle échéance un groupe comme Eiffage aujourd'hui, à quelle échéance vous projetez? Est-ce qu'on est à 3 ans? Est-ce qu'on est à 5 ans? Est-ce qu'on est à 2050? C'est quoi l'échelle de temps de la transformation? Et par rapport à un dialogue renforcé avec l'ensemble des moyens scientifiques du plateau scientifique et académique de l'ICIT, quels sont les pas de temps que l'on se donne quand on est à la tête d'un groupe comme le vôtre? Je dirais, pour répondre, on est à moins 10 ans, parce qu'on a commencé à réfléchir aux écoquartiers en 2007 dans le groupe, avec un projet que nous avions baptisé à l'époque Phosphore, qui était un quartier virtuel que nous avons développé, et puis qui est devenu maintenant, aujourd'hui, une réalité, puisque nous réalisons maintenant, plus de 10 ans après avoir conçu Phosphore, le premier écoquartier en France à Marseille, donc, et nous le réalisons. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors bien sûr, encore une fois, comme je disais, nous sommes dans un monde qui évolue très vite, donc ce qu'on fait aujourd'hui à Marseille avec des tas de choses que nous avions imaginées 10 ans avant, comme les boucles thermiques avec de l'eau de mer, avec le partage de l'énergie en fonction des usages entre les bureaux et les logements. Et puis, par contre, il y a des choses qui, dès aujourd'hui, 10 ans après, nous n'avions pas pensé, nous n'avions pas en main dans le premier projet Phosphore, autour, alors par contre, du numérique et tous les systèmes d'information et de communication que nous mettons en œuvre, les systèmes de réservation de transport collectif ou de transport doux, de toutes sortes de choses. Et il est clair qu'on est conscient, c'est bien pour ça que je suis là et qu'on travaille qu'on voudrait travailler avec les équipes de l'IFSTAR en matière route et puis avec l'ICIT. Il y a des choses auxquelles nous ne pensons pas, peut-être moi je ne pense pas aujourd'hui, qui vont se mettre en œuvre dans les futurs écoquartiers et également auxquels il faut réfléchir pour réserver les possibilités dans les quartiers que nous avons aujourd'hui de pouvoir les mettre en œuvre. Et ça serait ça, à horizon 3 à 5 ans pour vous? Oui, c'est maintenant. Je vous dis, c'est maintenant. On est des groupes, par définition, on ne peut pas, nous, dans notre activité quotidienne, se projeter trop loin en avant parce que nous avons le souci de la quotidienneté. Mais je pense que des échéances à 5 ans sont aujourd'hui des échéances que nous voyons dans le domaine. Et dans le domaine des autoroutiers, par contre, là où nous avons plus de visibilité, puisque nous avons des concessions longues, nous réfléchissons à des sujets qui pourront se mettre en œuvre d'ici 10 ans. Et à horizon 5 ans, un élément de caractérisation de la réussite de ce partenariat industrie scientifique à travers l'ICIT, ça serait quoi le gradient d'ouverture que permet des échanges renforcés avec des travaux scientifiques qui ne sont pas forcément assurés en interne aujourd'hui au sein d'Eiffage? Ben oui, pour moi, c'est, si vous voulez,
Donc, ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui à Marseille, en termes d'écoquartier, je parle, et qui une taille relativement modeste, même si déjà pour Marseille c'est important. Ce qu'on voudrait, nous, c'est pouvoir le généraliser sur l'ensemble des opérations de développement, d'aménagement que nous faisons. Et donc, au-delà du concept qui est aujourd'hui mis en œuvre, être capable, avec l'aide des chercheurs et d'ICIT, pouvoir industrialiser tout un tas de schémas qui aujourd'hui sont à l'état de prototype. Parfait, donc on voit bien que les enjeux d'industrialisation sont loin d'avoir disparu. Je me tourne vers Karine Saloff-Coste, directrice de l'attractivité et de l'emploi à la ville de Paris. Donc on a un grand groupe, on a une grande collectivité. On a beaucoup évoqué ce matin à plusieurs reprises l'interface entre l'université, le monde académique, la recherche, les établissements et la société sous toutes ses formes. Au sein de la société, il y a aussi les territoires. On en a parlé avec Pierre Vels. Alors aujourd'hui, Paris et Paris dans le Grand Paris, je dirais, est en pleine mutation et en pleine transformation à toutes les échelles. Les défis sont nombreux. À horizon 5 ans, voire un peu plus, il y a les Jeux Olympiques maintenant. À horizon 5 ans, il y a le Grand Paris Express, normalement 2022 ici sur le site, etc. Comment est-ce que vous envisagez, quand on est une grande capitale comme Paris et puis une ville-monde, comment est-ce qu'on envisage les transformations qui sont à l'œuvre? Comment est-ce qu'on les structure? Comment est-ce qu'on essaye d'y réagir? Ça, ce sera ma première question. Et puis la deuxième, effectivement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un grand plateau scientifique, académique et technique comme celui de l'ICIT pour accompagner la production de politiques publiques ou des projets? Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, quand on est une ville comme Paris, d'abord on a conscience de tous ces défis qui sont énormes, comme vous l'avez montré, à la fois des afflux de population, des problèmes de pollution, des problèmes de transport. Enfin, donc on se retrouve en effet confronté à tous ces enjeux. Et ce qu'a fait la ville, c'est essayer de complètement modifier sa façon de construire la ville et aussi d'interagir avec l'ensemble des acteurs de son territoire. Que ce soit, au fond, les citoyens, donc je vais peut-être pas développer cette partie, mais on pourra en parler si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un tas de procédures qui permettent, et façons de fonctionner qui permettent de beaucoup mieux associer le citoyen à toutes les étapes de la décision publique. Et deuxièmement, de travailler aussi différemment avec les acteurs privés de notre territoire. Et ça passe par faire considérablement évoluer nos procédures dans un cadre réglementaire contraint, mais en tout cas de fonctionner différemment. Donc typiquement, le développement, vous l'évoquiez, des appels à projets. Donc, par exemple, en matière d'urbanisme, on a lancé les dispositifs que vous devez connaître, qui sont les Réinventer Paris, qui ont d'ailleurs été ensuite étendus à la métropole et qui sont véritablement des appels à projets qui sont une autre façon de faire la ville, c'est-à-dire où on laisse beaucoup plus ouvert les propositions des candidats. C'est-à-dire que chaque candidat vient avec son projet architectural, son utilisateur, et voire même la ville organise en amont de ces consultations des rencontres qui permettent à tous les acteurs du territoire de se rencontrer, que ce soit les grands groupes immobiliers et investisseurs, que les startups de nos territoires, que les associations, pour essayer justement d'avoir des projets différents où utilisateurs et constructeurs ont fait un dialogue préalable. Donc il y a le développement de nouvelles procédures, il y a aussi l'évolution dans nos politiques d'achat public, où on utilise des procédures de plus en plus négociées, c'est-à-dire que les opérateurs, les groupes peuvent proposer les nouvelles technologies qu'ils ont développées. Si vous voulez, le problème qu'on a notamment dans l'achat public, c'est que la chose la plus simple, c'est de reconduire le cahier des charges qu'on a fait depuis toujours, aujourd'hui, et donc de finalement ne pas pouvoir intégrer les innovations qui fleurissent dans notre industrie. Donc aujourd'hui, on essaye de plus en plus ouvrir nos dispositifs. Voilà. Par ailleurs, on a développé aussi toute une politique d'expérimentation qui nous permet, nous en amont, d'identifier avec
donc les entreprises de notre territoire, les technologies qu'on pourrait développer. Et donc, pareil, ça reboucle avec la question de l'achat public. Donc, je dirais qu'on a vraiment bâti, au cours des dernières années, une autre façon de bâtir la ville. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a des dimensions qu'on n'a pas forcément évoquées encore ce matin, mais quand on est une ville et quand on est Paris en particulier, on est directement en premier plan. Il y a des questions de migration aussi, des questions tout à fait exogènes au développement local, comme le terrorisme, comme les questions de sécurité, comme les questions de maintien d'un tissu démocratique. Comment est-ce que on arrive à garder une stratégie d'attractivité tout en gérant ou en répondant à ces questions-là? Est-ce que ça fait partie de vos de vos horizons? Comment est-ce qu'on arrive à se situer quand il faut gérer des choses qui ne sont pas forcément dans les plans de charge initiaux, tout en gardant le cap sur ces questions d'attractivité? D'abord, on est obligé de le faire, donc on est obligé de s'organiser. Par ailleurs, je pense que la ville n'oppose pas la question de l'attractivité et la question d'abord de l'inclusion sociale et des enjeux plus globaux de société. Et on voit bien que tout ça est très imbriqué et que ça fait partie, au fond, d'une même question, c'est-à-dire une ville polluée, elle ne devient plus attractive. Une ville où il y a des déserts commerciaux, où c'est pas agréable d'habiter, elle n'est pas attractive. Donc je dirais que la ville, et on a cette chance en tant que collectivité d'avoir énormément de compétences et énormément d'outils, on essaye en effet de s'adresser à toutes ces questions. En même temps, comme on le peut, parce que parfois c'est quand même très difficile. Et c'est ce que j'essayais de dire antérieurement, c'est en effet, on voit bien que face à ces enjeux-là, on ne peut plus travailler comme avant, c'est-à-dire de façon avec une administration qui décide de tout et qui n'agit que par ses propres moyens. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on embarque pour répondre à ces enjeux à la fois nos citoyens. On voit bien que sur la question des mobilités, il y a aussi un sujet d'évolution des pratiques de chaque individu. Donc comment on embarque les gens sur la question de la propreté. Donc nous, on a développé un plan compost, par exemple. Si les Parisiens, chez eux, dans leur cuisine, ne mettent pas leurs déchets ménagers dans le bon petit sac, on va les mettre dans la bonne petite poubelle, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il y a vraiment un sujet de travailler avec les Parisiens, et donc aussi de répondre à cet enjeu de la crise démocratique, peut-être aussi, c'est comment on remet les citoyens, ce que nous sommes tous, au cœur du fonctionnement du territoire où nous habitons, et on devient au fond des acteurs du fonctionnement de ce territoire. Donc il y a ce volet-là, et on travaille aussi, comme je le disais, on essaye de beaucoup plus associer aussi les entreprises du territoire, en étant évidemment dans une logique où on tire le meilleur des avancées technologiques. Et c'est un travail qu'on fait aussi également avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque la ville de Paris a, je pense que c'est une collectivité assez exemplaire en la matière. Elle a gardé une politique extrêmement forte de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, et donc à la création de nouveaux instituts et au renforcement d'instituts de niveau mondial sur son territoire, parce qu'elle pense que c'est un enjeu majeur de son attractivité. Et est-ce qu'on sait déjà dire quels seraient on l'évoquait avec Max Roche tout à l'heure, quels seraient les points d'ancrage ou les attentes fortes de la part de la ville de Paris par rapport justement à la manière de se projeter dans l'avenir vis-à-vis de l'ensemble des travaux de recherche, des investigations qui sont conduites aujourd'hui ou qui seront conduites demain dans le cadre de l'ICIT, les priorités? J'imagine, elles sont multiples, c'est l'emploi, ça peut être l'environnement, ça peut être des questions sociales, ça peut être des questions interdisciplinaires, peut-être c'est tout à la fois, peut-être il faut encore du temps pour laisser émerger ces priorités partagées. Je dirais que la ville, c'est un formidable terrain d'expérimentation pour la recherche et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer les liens
avec certains laboratoires, en tout cas sur les sujets qui nous concernent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous réjouissons, en tout cas largement, de la création de l'ICIT qui donne finalement aux enjeux de la ville un acteur fort en Île-de-France. Comme vous l'avez dit, les sujets ils sont multiples. Vous avez, comme on disait, la question de la qualité de l'air, la question des déplacements, la question de l'immobilier vertueux, zéro émission. Enfin, les sujets sont vraiment multiples. Donc, je dirais, c'est là aussi où c'est absolument essentiel d'avoir une recherche et un enseignement fort sur ces questions, d'autant que on va avoir besoin nous-mêmes d'ingénieurs pour bâtir cette ville de demain. Et ça veut dire des compétences multiples dans l'ensemble de ces secteurs, ce qui est d'ailleurs un challenge pour les générations à venir. Voilà. Merci. Alors, partenariat industriel, économique, partenariat territorial, partenariat aussi à des échelles européennes et internationales. Je me tourne vers vous, Keith. Alors, passer à quelques instants à l'anglais, j'imagine que ça ne pose pas de problème. C'est un test en grandeur réelle, il n'y a pas d'interprétariat. Keith, thank you for joining us. You are a founder of this very unusual form of higher education research and development organization, the Institute for Advanced Metropolitan Solutions in Amsterdam. You are Dutch, so you are combining this capacity to have a world vision with pragmatism and a business approach. So I would say, how do you react to this typically French kind of organization addressing global issues and trying to find rather pragmatic also ways to build our future, first, and second, as IMS, and also IMS is sort of leading a number of world-class research centers worldwide on the future of metropolitan issues. How do you see your added value in the process, or how would you like the partners gathered around this project future be part of the global momentum you are in? Thank you very much, and sorry that I do not speak French at a level that would really enjoy you, so I do it in English, and I think I have understood most of what you have said in French, and if I completely misunderstood, then you just have to correct me. I'm not going to tell too much, because tomorrow morning I have a keynote, and if I now already explain anything that I would like to tell you, then you don't show up tomorrow morning. But I would like to make a few statements. I've heard a lot of information this morning about how cities develop in France, how cities develop worldwide, and we have a lot of numbers about, well, the number of inhabitants, the growth numbers, the economic numbers. But my first statement would be that globally we are at the moment in a very risky development of building and expanding very big cities without really understanding how a city is functioning. And I'm very happy that here today is the launch of this new institute in France, and you talk about inventer la ville de demain, but there is still a question mark if we really understand la ville d'aujourd'hui. And I think we have to get a little bit more understanding. Of course, we know how to make buildings, how to build roads, how to, well, a lot of things to make cities. But if we also really understand all the interactions that the functioning of a city in all its aspects, really how that works, I think we have to improve our knowledge in that before we really can develop these big cities in a sustainable way. That is what our institute in Amsterdam is doing, an institute for advanced metropolitan solutions, an institute with top scientists from Dutch universities and also from international universities, mainly MIT from the United States is one of our co-founders. We would like to be top scientists, but we would like to combine that with, let me say, day-by-day practice.
And that is, besides my first statement, my second statement, that we go into an era in which top scientists must really connect themselves much more than they have done up till now to day-by-day practice. We have to start organizations that interlink themselves with businesses and with societal organizations. And the background of our institute, by the way, is not just to have scientific top technological findings, but it is mainly the goal of the City of Amsterdam to, via an institute like we are, have more entrepreneurship in Amsterdam. So the link between top science and entrepreneurship is quite a crucial link. Being here today, it's great to see that this new initiative, this eSite Futur, is being launched. And it is great to see that they focus at urbanization, because that really is a very strategic and important issue for the coming decades. And it is great to see that this institute is also willing to combine its scientific activities with activities in day-by-day business life and in day-by-day society. This is not just another institute I would like to mention, because I hope that these days, besides having a lot of technological and content issues, we also think about how are we internationally forming a collaboration between a few institutes, not all institutes, a few institutes that can really make the difference in the field of city development. And it's very interesting to see this one for a few reasons, because it is a strong one. There are strong scientists in your group, because it is linked to Paris characteristics, and Paris characteristics are different from Amsterdam characteristics or from whatever city in the world you would like to mention. You are a very clever combination of a university, several professional schools, and a research institute for applied research, and that combination also is very promising to the future. But my main issue, and this is my third statement, is you have social scientists. And that is quite unique. Probably you do not really realize that, but I see all the institutes in the world looking at a lot of technology to bring into cities, to reduce air pollution, to improve traffic flows, to whatever. But cities are built for people to work there, to live there. And having that many people living in cities in the future, and that many children growing up in cities, we have to better understand how people behave and how cities should be designed and planned in such a way that they fit to what people want, what people need to have a good well-being, to be challenged, to develop themselves, and to have the feeling that cities are really ecosystems where you can live. And I think your group, in quite a different position to many other international groups, do have many social scientists, and that really helps in the scientific debate that we have worldwide on how to further develop cities. So I hope tomorrow to explain you a bit more on what we do in Amsterdam, but for now I hope at least I've underlined my full congratulations to France, and especially to Philippe and Cécile, in this day of having your new institute really live. Thank you. Thank you, Kees. And so let's reconvene with you tomorrow, right? Peut-être pour poursuivre notre échange et faire une pause à ce stade, Pierre, est-ce que les sciences humaines et sociales ont un peu fait défaut ces dernières années pour analyser
les transformations urbaines contemporaines. On a parlé tout à l'heure avec vous d'enjeux liés à l'ingénierie, liés à l'entropie des systèmes complexes. On a parlé de métabolisme, urbain, mais on voit bien aussi qu'au fur et à mesure qu'on chemine dans l'échange et dans la discussion, et c'était aussi dans le propos de Max Roche comme dans le propos de Karine Stallov-Kost, entre ces transformations et puis les attentes des individus, le positionnement des uns et des autres. Est-ce qu'on a besoin de retrouver peut-être un nouvel espace pour les sciences humaines et sociales et pour la mise en valeur de cette expertise dans la ville de demain? Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui là-dessus? Oui, je pense que c'est effectivement des caractéristiques de ce site, comme ça vient d'être dit, d'avoir un pôle important à la fois d'ingénierie et de sciences sociales. Je suis bien placé pour savoir que la coopération entre ces deux mondes n'est pas facile. Je m'y emploie depuis des décennies. C'est parce qu'on a des visions, des modèles intellectuels, des façons de travailler qui sont assez différentes, mais je pense que c'est effectivement un challenge tout à fait majeur d'arriver. Vous avez dit la ville est faite pour les habitants, elle est faite par les habitants aussi, fondamentalement. C'est-à-dire que je pense que, bien sûr, on voit toutes ces technologies qui évoluent, le numérique qui change les choses, on voit les nouveaux systèmes énergétiques qu'on peut tester. Mais au bout du compte, ma conviction, c'est que ce sont les choix des individus et les choix des modes de vie qui changent vraiment en profondeur les choses. Au fond, quand on regarde nos villes, je suis toujours fasciné de constater à quel point ces villes sont, je dirais, capables en termes d'acceptation de modes de vie totalement différents. Regardez Paris qui s'est fait au fil des siècles et qui arrive aujourd'hui à changer complètement, à être une coquille. Donc, au fond, pardon Max, mais le bâti, c'est pas tellement important, quoi. C'est le hard. C'est très important, je dis ça un peu par provocation, mais d'une certaine façon, le plus important, c'est le soft et la façon dont les gens veulent vivre. Quand on regarde par exemple les questions de mobilité, on voit bien qu'il y a des tas de solutions, mais au bout du compte, ce qui va changer ou pas, c'est la façon dont les gens vont se comporter, vont accepter de faire du covoiturage ou pas. J'ai évoqué tout à l'heure ce fameux effet rebond. On connaît bien en thermique du bâtiment et dans tas d'autres domaines. Chaque fois qu'on améliore des situations, après, finalement, vous l'avez dit aussi à propos de Paris, le point clé, c'est qu'est-ce que les gens en font, quoi. Qu'est-ce que les gens veulent faire, comment ils veulent vivre. Et donc là, je pense qu'on a il faut qu'on arrive à avoir davantage de dialogue entre les gens qui conçoivent des objets, des systèmes, des services, sur le mode de l'ingénierie traditionnelle et les gens des sciences sociales. Oui. Si je peux rajouter juste une demi-phrase, le sujet est vrai aussi, ce sujet d'interdisciplinarité, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'il est un peu à toutes les sauces, il est vrai aussi dans les sciences de l'ingénieur ou dans les approches techniques. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a autour de la table des acteurs qui n'y étaient pas du tout il y a encore 10 ou 15 ans, ou qui y étaient beaucoup moins, et chacun, au fond, se dispute pour savoir qui va capter le maximum de valeur, parce qu'on a besoin aujourd'hui, les gens de la construction, il faut qu'ils apprennent à gérer, il faut qu'ils apprennent à concevoir, à gérer des systèmes complexes avec des sujets énergétiques, etc. Il y a d'autres acteurs qui pensent qu'ils sont aussi légitimes pour faire ça. Et il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la place du vivant dans tout ça, qui est quand même tout à fait majeur, avec les questions de biodiversité, etc. Et là, on a des compétences qui sont souvent extrêmement éloignées, y compris de l'ensemble des core competencies d'un ensemble comme celui qu'on a ici. Or, ça devient aussi des compétences essentielles. Voilà, donc on a un double challenge, je dirais. On a un challenge, si je passe en termes scientifiques, on a le même challenge que les industriels, c'est-à-dire comment arriver à combiner les différentes approches techniques, et puis on a le challenge de comment faire ça en n'oubliant pas qu'au fond du fond, ce sont les individus, les personnes, les humains qui sont les véritables acteurs de toute cette affaire.
Alors, Kees a évoqué un autre point important, c'est cette problématique de mise en réseau on va dire, de pôles ou d'instituts fortement interdisciplaires et avec une vocation d'excellence ou d'exigence, comme le rappelait Philippe Tchamitian tout à l'heure. Moi, je pose la question à Max Roche et à Karine Salovkost sur justement l'apport possible d'une collaboration avec l'ensemble des établissements et des plateaux de recherche dans le cadre de l'ICIT dans une dimension européenne et internationale. Peut-être, Karine, avec vous, la ville de Paris aujourd'hui, la maire de Paris est présidente du C40, et je dirais la perspective des JO, mais aussi le positionnement de Paris aujourd'hui en Europe fait que c'est en train de redevenir très fortement un pôle d'attractivité, et également pour toute une série d'acteurs qui font la ville. Est-ce que des réseaux comme ça peuvent servir peut-être de point d'appui pour développer la visibilité internationale du pôle d'écart, de ces établissements, du projet ICIT ? Oui, tout à fait. Je dirais que les grands événements, enfin, je ne l'ai pas développé, mais évidemment les JO, ou même à une autre échelle, l'euro, ce sont toujours des moments qui cristallisent un peu et qui donnent des objectifs à tout le monde, et donc qui accélèrent les processus de travail ensemble. Néanmoins, comme ça a été dit, il faut savoir que le chemin est long. C'est-à-dire qu'il faut une volonté de part et d'autre de vouloir travailler ensemble. C'est-à-dire que nous, en tant que gestionnaires de la ville, c'est vrai qu'on est un peu englués, comme vous l'avez dit. Vous voyez, il y a des populations qui arrivent, il y a des migrants, il faut qu'on s'en occupe, etc. Et puis, il y a évidemment la stratégie long terme qu'on a nous en tête, mais c'est pas toujours simple de travailler avec les universitaires, les chercheurs. Donc, comme ça a été dit, un des enjeux, c'est aussi que ce monde-là ait envie de se connecter un peu plus avec les praticiens. Nous, à la ville, donc depuis quelques années, on a considérablement augmenté le nombre de gens qu'on accueille en CIFRE, par exemple. Par ailleurs, il faut savoir qu'à la ville, on a des laboratoires très techniques en fait, de développement, notamment sur les matériaux. Et donc, ces entités ont une tradition quand même d'échange, mais je dirais que tout ceci demande à être conforté et à être travaillé ensemble. Donc, je pense on a énormément à s'apporter mutuellement, mais il faut qu'on y travaille pour que y ait véritablement des retombées de part et d'autre. Voilà. Max Roche, il y a un micro là. Oui, je ne peux pas reformuler ce qui a déjà été dit, mais nous, dans notre démarche, on est parti effectivement d'une démarche un peu historique d'entreprise de hardware, comme je disais, qui faisait des partenariats historiquement avec l'ancêtre de l'IFSTAR, avec le LCPC. Et puis petit à petit, on voit qu'on est amené naturellement, sans je dirais, quasiment spontanément, si on réfléchit bien à ce qu'on fait, à élargir, à aborder tous les sujets qui ont été évoqués, des sujets qui tournent autour donc, de la sociologie, du comportement de nos clients, des usagers, et de réfléchir effectivement à l'usage des ouvrages qu'on fait. Et de ce fait-là, c'est extrêmement positif pour nous de voir que d'une part, donc les instituts de recherche, l'Institut de recherche travaille avec l'université, qui travaille aussi avec l'école, les écoles, et nous-mêmes, au-dessus de ça, participons et contribuons à apporter notre connaissance donc de l'exécution, notre connaissance aussi de l'usage à travers les métiers concessionnaires que nous faisons pour s'enrichir. Et je trouve, d'une autre expérience un peu connexe que je suis trésorier de la Fondation des Ponts, donc je fais participer des entreprises à des actions de formation ou de recherche au sein de l'école des Ponts, et là aussi c'est très intéressant de voir que ça permet même d'inventer des nouveaux sujets, parce que tout seul, chacun de son côté, on n'a pas nécessairement, on a envie de faire travailler l'autre sur son sujet.
Et la réciproque est vraie, mais des fois, en discutant, on arrive à trouver des nouveaux sujets qui, spontanément, ne seraient venus à l'esprit d'aucun des deux partenaires, qui viennent sur la table et qui sont ensuite, qui permettent de développer des choses extrêmement riches auxquelles ni l'un ni l'autre n'aurait pensé sans ce partenariat. Donc des formes d'enrichissement mutuel qui sont tout sauf simplement un luxe intellectuel, mais qui sont aussi derrière, on le voit bien, des enjeux économiques forts, des enjeux industriels, des enjeux territoriaux, des enjeux d'attractivité, des enjeux de gouvernance, voire même des enjeux de vivre ensemble. Alors, on a évoqué ces formes d'échanges ou de partenariats émergentes à développer, à renforcer, à construire, aussi bien dans une logique internationale que dans une logique territoriale, dans une perspective économique ou industrielle. Le dispositif ICIT ou le projet ICIT futur, on l'évoquait ce matin et Anne-Sophie Barthez l'évoquait aussi, fait partie d'un dispositif national. Philippe Chamichian l'évoquait dans son propos, d'une stratégie nationale d'évolution de l'ensemble du tissu des forces en matière d'enseignement supérieur et de recherche. On est dans des stratégies d'innovation qui se heurtent ou qui s'inscrivent aussi dans une réalité urbaine, on le voyait avec Pierre Vels, singulièrement complexe, touffu, multiscalaire. Serge Bossini, quand on est directeur de la recherche et de l'innovation au ministère de la Transition écologique et solidaire, au CGDD, au Commissariat général au développement durable, voilà, comment est-ce qu'on relie ces processus qui sont en cours et sur ces liens entreprise, industrie, territoire, recherche, quelles sont les priorités dans les trois prochaines années, 5 ans ou à plus longue échéance? Et comment vous réagissez aux propos qui ont déjà été tenus ce matin? Merci. Vaste question. Là, moi, je voulais juste rebondir une première fois sur le fait que c'est difficile de travailler ensemble, industrie, administration, recherche. Moi, paradoxalement, enfin, je ne me méprends pas sur la difficulté de travailler ensemble parce qu'on a des formes de pensée différentes, mais pour autant, on est quand même assez bien structuré de la même façon. C'est-à-dire, ce qui me frappe aussi, c'est une sorte d'homologie entre le découpage ministériel, le découpage des grandes industries, des utilities, des transports, etc. Et puis aussi la structuration de la recherche. Évidemment, c'est pas un hasard. Hein. Je veux dire, tout ça vient d'un creuset commun. Et je pense que ça serait intéressant de voir à quel point c'est un héritage et que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un découpage en système qui n'est pas complètement efficace, mais qui fonctionne et qui structure durablement, y compris l'expérience des citoyens, c'est de se dire, évidemment, pour aller d'un point A à un point B, j'utilise une entreprise de transport qui est elle-même régulée par une autorité organisatrice des transports, et on a des chercheurs en économie du transport, des choses comme ça. Donc il y a ces sous-systèmes, finalement, ils fonctionnent plutôt bien. Enfin, voilà, quand même, faire tenir l'exploit d'avoir autant de gens dans le RERA tous les matins, même si il n'arrive pas à l'heure, etc. C'est quand même un truc assez du A et du B. Ça reste, non, mais je sais bien, on parle beaucoup des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais c'est pas pour sauver la SNCF ou la RATP, moi non plus, hein, j'ai pas d'action. Non. Mais c'est juste qu'il faut reconnaître l'efficacité de ce découpage en sous-système. Jusqu'à présent et sur les 2 derniers siècles. Et donc, quand on va devoir inventer quelque chose de nouveau, il va falloir quand même être aussi bon. Et ça va être sans doute un challenge. Cet héritage, je voulais juste dire aussi que finalement, et c'est Pierre Vels qui m'a appris tout ça, donc je vais dire moins bien que lui, mais finalement, on voit bien qu'en France en particulier, autour de la Révolution française, il y a quelque chose qui se noue entre les écoles d'ingénieurs, la recherche, les mathématiques et l'industrie, avec toute la pensée saint-simonienne du 19e siècle, etc. Donc la révolution industrielle un peu à la française, hein, mais je laisserai Pierre évidemment me corriger. On vit encore beaucoup avec ça, on vit avec les acteurs
de cette époque-là, vieille de 2 siècles, avec une structuration un peu thermodynamique, j'ai envie de dire, mais moins systémique. Avec mon travail à moi au ministère, c'est l'optimisation sous contrainte. Alors, j'ai une formation certes d'ingénieur, en tout cas j'ai le titre, mais je n'optimise pas des systèmes physiques sous contrainte. J'ai appris à dessiner des poutres moi aussi, mais là, c'est plutôt optimisation sous contrainte budgétaire en ce moment. Je pense que tout le monde vit un peu ça en ce moment dans le monde public. Et on sait faire, quoi, finalement. Sauf que tout ce que Pierre Weltz a rapporté, mon collègue d'Amsterdam confirme, c'est qu'effectivement, le réel ne correspond plus tout à fait, ou en tout cas l'efficacité qu'on pourrait attendre d'un monde réel ne correspond plus tout à fait à un fonctionnement d'optimisation sous contrainte, secteur par secteur, avec des optimums locaux, tout ça. Donc, les 1000 raisons de changer cette représentation, c'est évidemment tout ce qui a été dit. Et je veux vraiment insister sur la notion de réflexivité, parce qu'on parle beaucoup de numérique dans la ville du futur, la smart city, etc., comme étant un sujet technologique souvent. Alors qu'en fait, ça pose plus de problèmes que ça en résout d'une certaine façon, parce que maintenant, on a en plus des acteurs qui sont de plus en plus intelligents, de plus en plus disséminés, qui ont de plus en plus d'informations sur le système et qui interagissent, qui arrangent leur comportement en fonction de ce qu'ils peuvent savoir d'un système avec un niveau de connaissance qui devient inouï. Et donc, quand on a le business case typique, c'est les gens qui utilisent Waze pour éviter les bouchons et qui se mettent à passer devant les écoles primaires d'une commune qui, elle, avait fait tout en sorte que ces itinéraires-là soient difficiles à trouver, avec des sens interdits ou des choses comme ça. Et là, d'un coup, on voit des trafics augmenter de 20% devant les écoles primaires, alors que ce n'est pas prévu parce que précisément, maintenant, on a armé les smartphones et des nouveaux acteurs du numérique permettent à chacun d'agir. Donc, faire la ville, c'est plus du tout faire la ville pour les habitants, c'est avec les habitants, par les habitants, faire en sorte qu'on négocie avec eux, etc. Donc on a bien un sujet organisation de la puissance publique, organisation des industries aussi, parce que leur découpage est tout à fait similaire au nôtre, nous publics, et nous, citoyens, cette fois-ci, qui devenons vraiment des perturbateurs. On n'est jamais là. On forme un système réflexif, divergent, qui est toujours en état critique, parce qu'effectivement, dès qu'il y a quelqu'un qui oublie un doudou dans le RER A, il y a l'Île-de-France qui perd des points de production de PIB. Et des modèles économiques, comme l'a à peine esquissé Pierre, des modèles économiques tout à fait nouveaux, avec le winner takes all, ou avec les scale-free networks, etc. Donc, on a 1000 raisons de changer nos représentations, et on a des institutions qui nous empêchent, finalement, parce qu'on est très efficace, qui nous empêchent de faire ce pas-là. Donc, évidemment, tout le monde se tourne vers la recherche, parce que la représentation, c'est qu'on a tous du monde à la recherche, c'est que vous avez du temps pour réfléchir, vous êtes en plus, en général, plus intelligent que nous, et donc, vous avez, moins de frontières, parce qu'au niveau international, comme au niveau disciplinaire, normalement, c'est la représentation qu'on a quand on vit dans un ministère, hein, que vous avez cette puissance d'entraînement, cette puissance de questionnement. Et finalement, comme le monde dans lequel on vit, c'est un peu cette structuration de la recherche du 19e siècle qui nous y a mis, et qu'on a vu quand même aussi d'autres cas sur l'énergie atomique. Alors pour le coup, à Saclay, c'est tout à fait riche d'enseignements de voir comment un chercheur bouleverse complètement toutes les représentations des industriels, du territoire et de la recherche elle-même autour de l'énergie atomique pour montrer que c'est possible. Il ne convainc pas juste des atomes de se rentrer les uns dans les autres. Enfin, je veux dire, c'est tout un système social, industriel, politique et sociétal qui se met en branle à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu ce qu'on attend secrètement, sans vraiment le formuler, de l'ICIT. Donc les attentes sont lourdes sur les épaules de cette initiative. Mais c'est vraiment ce niveau historique de transformation que j'attends. Voilà. Donc autant sur la formation, parce que ça a été dit aussi, les nouvelles générations, elles doivent continuer de faire vivre le système ancien. Et effectivement, si plus personne ne sait faire fonctionner une centrale atomique, on va avoir des difficultés dans les années qui viennent. Donc il faut continuer de faire vivre le système dans lequel nous vivons.
mais il faut changer déjà les représentations. Et ça, c'est vraiment à l'échelle, je pense, même si tout en vite, à l'échelle d'une génération qu'on doit le faire. Donc voilà, le défi est lancé, passer du XVIIIe siècle au XXIe siècle en tenant les deux bouts de l'héritage toujours vif des systèmes d'ingénierie qui ont été développés par la suite au XIXe siècle et au XXe siècle, et en même temps tenir les deux bouts de la chaîne, parce que c'est vrai que l'optimisation sous contrainte est une réalité, et c'est vrai que le système de transport en est un peu, on l'évoquait tout à l'heure, on est un peu le reflet. Juste peut-être une question, et puis on verra si on la traite ensemble ou si on la traite ultérieurement dans le cadre de ces 2 jours. Cécile a évoqué tout à l'heure brièvement les objectifs de développement durable. Alors l'objectif de développement durable numéro 11 qui est relatif aux villes, ils sont à peu près tous les 17 pourraient correspondre aux cibles de l'ICIT. L'objectif numéro 4 concerne les systèmes d'éducation et d'enseignement supérieur. Est-ce qu'au niveau national, on est déjà en France en mesure de faire le lien entre des travaux de recherche sur des sujets spécifiques ou sur les questions urbaines telles qu'on les aborde ce matin, et une contribution peut-être plus forte, on va dire, de l'ingénierie urbaine française au sens très large du terme, à non pas la formulation, mais à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, et à la présence forte de la recherche française, de l'ingénierie française dans les enceintes internationales où se négocie l'avenir de ces objectifs de développement durable autour de grandes coalitions dans lesquelles les Français sont parfois très présents et parfois remarquablement absents. La question est pour Serge Bossigny, mais Pierre, vous pouvez aussi intervenir, bien sûr, et puis ensuite on continuera notre échange. Ouais, c'est juste pour citer, le 4 et 5 décembre prochain, l'Alliance à l'envie organise 2 jours de travail autour des objectifs de développement durable, donc l'agenda 2030 de l'ONU, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore. Mais sur les ODD, on revient au même sujet, c'est-à-dire qu'on a ce problème du human settlement et de la gosse, et on se rend compte premièrement que ce n'est pas les problèmes du Sud et que le Nord n'a pas de problème. Donc ça, c'est la première prise de conscience, j'ai envie de dire, que de l'ONU avec l'agenda 2030, c'est que ça concerne tout le monde, et pas seulement les pays en voie de développement, les pays en retard de développement. Et deuxièmement, devant la somme des difficultés, oui, on a resegmenté des objectifs de développement durable. On a fait 16 plus 1. Donc il y a le 17e qui est justement la transversalité. Mais on voit bien qu'on va traiter, on est obligé de traiter un peu séparément les ODD sur la faim, les ODD sur la santé, les ODD sur l'enseignement, l'ODD sur l'eau, etc. On sait bien que tout ça fait système. Et si on n'a pas une eau salubre, on aura une mauvaise santé, on aura un problème d'alimentation. On sait bien que l'éducation fait qu'on mange mieux et tout ça. Donc la grande difficulté, c'est que finalement, on a choisi, l'ONU a choisi de segmenter ces ODD pour que ce soit un peu plus digeste, mais on a finalement retombe sur le découpage ministériel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ou des recherches et tout ça. Voilà. Et on voit bien que l'effort de nouvelle représentation, de penser en termes de systèmes complexes, c'est de dire on arrête d'exploiter un système en le découpant en parcelles et en essayant de le faire cracher le plus possible ses ressources, mais de dire je suis à l'intérieur d'un système complexe et j'expérimente et je fais rentrer les parties prenantes comme les citoyens. C'est cette chose-là qu'il va falloir qu'on élabore ensemble dans les sites, je pense. Alors, Laurent Trie, je me tourne vers vous. Quand on est directeur de l'enseignement à la Chambre de commerce, on a entendu des nécessités de faire évoluer les représentations, de travailler de manière interdisciplinaire. Et en même temps ce contexte à la fois de challenge et d'opportunité, et les enjeux économiques qui sont à la fois macro et qui sont très très liés, de plus en plus aussi dans le cadre de l'économie digitale, aussi à une nouvelle considération du comportement des individus eux-mêmes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on positionne, la CCI se positionne à travers ces outils d'enseignement justement pour former les générations aussi d'avenir par rapport aux problématiques d'aujourd'hui? Merci. Je vais faire référence aux propos du président Tchalitchian en entrée d'Assemblée, qui était de dire que notre responsabilité, elle est de mettre à disposition
des besoins sociétaux, des besoins du développement économique et des besoins des entreprises, les compétences nécessaires. En cela, on a à offrir des diplômes, des titres que l'on prépare. Étant entendu que, au sein même de la Chambre, préparer à ces compétences pour construire la ville de demain et la ville d'aujourd'hui, on est, je dirais, déjà mobilisé sur un certain nombre de nos écoles, que ce soit en matière de biodiversité, pour reprendre les propos de M. Valls il y a quelques instants avec Léa, en matière de transport avec le Centre des formations industrielles, et puis avec l'ESSIer, qui fait partie du projet ISIT, sur les questions de réseau informatique, sur les questions de data, de sécurité, de transport, d'énergie, et j'en passe. Le sujet qui me paraît central sur cette question de formation, et vous l'avez très justement soulevé, c'est celui de son adaptation dans le temps et de son anticipation. Si je dis ça, c'est parce qu'on ne forme pas pour former. On forme pour répondre à des besoins. Et ça s'organise, la réponse aux besoins, et ça s'organise en nourrissant des échanges construits au fil du temps avec les entreprises, parmi elles EFAGE, avec les collectivités territoriales, la région Île-de-France, la ville de Paris, avec des fédérations professionnelles, avec des branches professionnelles dans le cadre de l'exploitation de leurs observatoires des métiers et des compétences. Ça nous permet bien évidemment d'adapter l'offre de formation initiale, mais également l'offre de formation continue, dont vous avez parlé tout à l'heure, Madame la Vice-présidente. Je crois aussi qu'il faut souligner ici que la gestion d'une offre de formation, ça obéit à un principe qui est celui du temps long. Entre le moment où nous détectons un besoin à satisfaire et le moment où on y répond, il peut se passer un certain temps, voire un temps certain. Et donc tout l'enjeu pour nous, dans les années qui viennent, c'est d'être agile en termes de détection du besoin, mais aussi en termes de mise en œuvre des diplômes et titres qui permettront de répondre aux besoins sociétaux, aux besoins de développement économique et aux besoins des entreprises. Voilà ce que je peux vous dire sur effectivement l'action qui est la nôtre, étant entendu que pour former et pour bien former par rapport aux enjeux qui sont ceux de construire la ville de demain, il est évident qu'il importe de disposer de moyens de recherche qui soient des moyens de recherche de premier niveau. Et ces moyens de recherche, pour contextualiser et prendre la situation du projet ISIT, nous ne pouvons que nous réjouir de pouvoir les mobiliser avec l'Affectio Societatis qui est le nôtre entre les différents partenaires. Je citerai pour exemple, et j'avais cet échange ce matin avec Jean Mérès, le directeur de l'ESSIer, la structure Sen-City, l'expérimentation qui est portée par Yves Star, mais également les salles blanches de l'ESSIer qui permettent la production de capteurs et que nous serons mobilisés en temps voulu au service de nos ambitions collectives. C'est aussi cette recherche que nous ouvrons sur l'extérieur en nourrissant des coopérations avec un certain nombre de partenaires étrangers, nos amis hollandais avec lesquels nous sommes déjà partis à travailler, et j'ai cru comprendre effectivement que nous avons noué des contacts avec quelques structures asiatiques de façon à pouvoir effectivement enrichir le cercle de ces échanges. Et je terminerai sur un dernier point, mon propos, si vous me permettez, qui est de dire que, quelque part, il n'y a pas que la question de la formation à quelques disciplines ou champs académiques qui importent ou à quelque activité de recherche, qu'il importe de considérer ici, en matière de construction de la ville de demain. Je crois qu'on doit aussi se positionner en termes de formation à la création d'entreprises, parce que ça sert l'innovation, ça sert le développement économique, et donc au travers des projets qui sont les nôtres, on doit intégrer cela à nos enseignements, faisant qu'effectivement on puisse demain servir ce développement. Et
alors les business schools françaises ou franciliennes sont souvent citées en exemple par leur capacité à être, on peut parler des classements tout à l'heure, à être en tête de classe de leur catégorie. Et aussi, on voit se multiplier les formations sur, on va dire, des champs économiques qui ne sont pas nouveaux, mais l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, l'économie collaborative, ce type de... les investissements ISR et puis la responsabilité des entreprises et comment tout ça peut contribuer différemment justement à des logiques publiques-privées. On voyait bien dans le propos de Karine Salovkos tout à l'heure que c'était des choses qui sont fortement présentes. Est-ce que cette réalité-là, comment est-ce qu'on arrive à faire le lien avec la transformation des grands systèmes d'ingénierie, avec la mobilisation de très grands équipements? Je vous remercie d'avoir cité Sense City notamment, ou les salles blanches de l'Essier. Il y en a d'autres ici sur le site. On est dans des dimensions qui sont en apparence un peu éloignées les unes des autres. Est-ce qu'on arrive à faire à produire des éléments de rapprochement? Oui, je crois qu'à la base, tout ce développement dont on parle obéit nécessairement à des considérations de développement économique. Et donc, si on veut faire que les projets soient viables et durables, il importe effectivement d'approcher ces sujets avec des considérations qui soient celles des financements durables, tels que vous avez pu les évoquer. Donc, et ça ne concerne pas que les business schools. Je pense que ça doit aussi considérer les écoles d'ingénieurs parce qu'effectivement, elles peuvent avoir des porteurs de projets et il importe effectivement de les sensibiliser à cela, comme des écoles professionnelles où nous avons effectivement, là aussi, des porteurs de projets. Très bien, merci. Alors, peut-être avec vous, j'ai envie de vous poser la question... Et alors, et l'architecture dans tout ça? Puisqu'on a parlé beaucoup de la ville, c'est bien, on a parlé beaucoup d'ingénierie, on a parlé business, on a parlé santé, on a parli d'Harry Potter, et l'architecture. Voilà, je vous remercie de poser la question sur l'architecture. En fait, j'aurais une approche peut-être plus institutionnelle. Bon, l'architecture, déjà, c'est que dans le projet ici, l'école d'architecture qui est une école importante dans le réseau du ministère de la Culture, en fait partie. Voilà, dès le début. Et nous avons été très, très, très attentifs dès la gestation du projet de conserver au niveau ministériel toutes les relations utiles pour que les atouts d'une école d'architecture puissent être valorisés dans un projet qui touche à la fois à l'urbanisme, qui rassemble des ingénieurs, des urbanistes, des architectes, en fait des acteurs extrêmement divers qui vont travailler en liaison avec des acteurs territoriaux, des collectivités territoriales, la ville de Paris, sur des sujets... Sur les sujets, je ne peux pas en parler, puisque c'est les sujets de fond qui nous rassemblent ici. Donc vous avez fait la superbe conférence passionnée là, qui m'a fait comprendre que si l'ICI n'existait pas, il aurait fallu l'inventer après la conférence. Donc, en fait, nous sommes dans des logiques ministérielles très souvent, dans des logiques administratives parfois compliquées, parfois étanches. Et la participation de l'école d'architecture à un tel projet a pour le ministère de la Culture, je parle de façon un peu plus institutionnelle, une valeur exemplaire. Nous avons une centaine d'établissements, la moitié d'entre eux sont des établissements publics nationaux. Les écoles d'architecture sont importantes dans les territoires et sont toutes rattachées à des grands ensembles d'enseignement supérieur et de recherche de manière diverse, toutes rattachées, mais selon des modalités diverses. Et nous sommes attentifs au ministère de la Culture à toutes les modalités possibles qui permettent des évolutions pertinentes pour répondre à des grands défis sociétaux et pour répondre à des attentes que les ministères ont mis du temps à prendre en considération, mais qui sont les attentes en fait des usagers, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des entreprises, des collectivités locales. Le système d'enseignement supérieur a une telle complexité et parfois une telle illisibilité qu'il est souvent urgent de trouver dans des projets
la capacité de donner des cohérences et de créer des rayonnements nationaux et internationaux. Bon, c'est quelque chose qui semble aller de soi lorsqu'on regarde l'ICIT, rassembler tant d'acteurs. C'est quelque chose qui ne va pas toujours de soi dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça que, pour moi, en fait, le projet de ville de demain est aussi exemplaire, parce que c'est aussi un projet d'université de demain, d'une université recomposée au travers de véritables forces qui visent un rayonnement national et international. Bon, dans ce cadre-là, je dirais que je salue la méthode aussi de ce projet, parce que rassembler tant d'acteurs divers. Je disais que les enseignants, les étudiants, etc., avaient oublié peut-être la diversité, mais institutionnellement, elle est là. Et arriver à rassembler ces acteurs, ces tutelles, entre guillemets, différentes, au nom de l'autonomie des établissements et de la créativité, de la créativité des acteurs qui vont pouvoir valoriser de l'interdisciplinarité, se confronter des territoires de recherche qui vont permettre de l'inventivité nouvelle au bénéfice des citoyens. Bon, tout ça, évidemment, nous sommes favorables et nous le soutenons. Voilà. Donc, de l'architecture, je dirais que de la part de l'architecture dans un projet qui rassemble des acteurs qui ne se parlaient pas toujours. Voilà, la capacité d'un projet à rassembler des acteurs qui ne se parlaient pas toujours, pour nous, est une réelle opportunité. Nous considérons que les établissements, que ce soit l'université, que ce soit chaque école, avec son identité, ne suffisent pas pour, je dirais, pour créer cette richesse intellectuelle qu'attendent les citoyens. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un moment où nous avons les moyens d'aller de l'avant. Et là, je salue la méthode un peu volontariste, mais sans volontarisme, il n'y a même plus de méthode, qui permet de voir un projet émerger avec un rétro-planning, et puis, le moment voulu, les différentes administrations, les différents ministères pourront participer et valider le schéma juridique qui permettra de s'installer sur la durée. Très bien, merci Pierre. Vous vouliez réagir peut-être sur le volet, sur cette question et l'architecture dans tout ça. Oui, je saisis l'occasion pour dire un mot de l'architecture, parce que je pense que c'est un sujet tout à fait important. J'ai eu la chance, après d'avoir quitté la direction de l'école des Ponts, de présider le conseil d'administration de l'école voisine, et aussi on a mis en place des formations communes, des actions de rapprochement qui, je pense, fonctionnent toujours, mais qui, à mon avis, pourraient être développées. Je pense qu'on a évoqué tout à l'heure la façon dont les différentes disciplines abordent les sujets. Bon, il y a la grande tradition des ingénieurs et des gens formés aux sciences exactes, dites exactes. C'est le réductionnisme, quoi. Et c'est très bien, hein, heureusement. Enfin, il faut décomposer les problèmes, il faut essayer de les résoudre un à un, il faut ensuite essayer de les recomposer en système. Je pense que ce qu'apportent les architectes par rapport à ça, c'est une vision plus synthétique des choses, quoi. Ils sont plus intuitifs, plus synthétiques. Et je pense que mettre davantage en relation les gens qui ont été formés par les maths, la physique, les prépas ou les premiers cycles universitaires scientifiques, y compris d'ailleurs aussi les gens des sciences sociales et les architectes qui ont une démarche de projet qui est je dirais, intellectuellement assez différente, je pense, c'est extrêmement profitable. Hein. Donc quand on a en France cette coupure historique qui est particulièrement forte entre la tradition beaux-arts de l'architecture et puis les écoles d'ingénieurs. Le clivage, la bifurcation s'est faite il y a très longtemps. Je pense qu'il faut vraiment travailler à refermer ça. Quand vous allez sur les grands campus
étrangers, vous avez en général l'école d'architecture et l'école de le département de civil environmental engineering et tout ça, qui sont côte à côte, qui travaillent ensemble. Et moi, je crois que là, c'est un sujet d'avenir. Alors, j'ai une suggestion à faire, c'est que aujourd'hui, quand je veux aller de ce bâtiment au beau bâtiment voisin où est installée l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, il faut faire un énorme détour. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit trou dans le grillage au bout, là-bas, pour qu'on puisse y aller directement et que les étudiants puissent un peu plus se mélanger? Je dis ça parce que je l'ai fait l'autre jour et j'ai trouvé ça absurde. Je crois que c'est effectivement un des sujets qui est à l'ordre du jour des échanges de demain sur le campus. Alors, merci beaucoup pour ce dernier commentaire. On arrive à la fin de notre temps d'échange. Je voulais simplement rappeler quelques éléments à la fois d'organisation et puis aussi par rapport à la suite de nos échanges. On voit bien sur l'ensemble des interventions de ce matin que la formulation de l'ICIT, ce n'est pas juste une simple réponse à un nouvel appel à projet. Il y a une profondeur de champ derrière et un moment économique, un moment social et un moment aussi pour l'organisation des savoirs qui justifie pleinement ce dispositif. Ce qui, je dirais, accroît la responsabilité de l'ensemble des porteurs de projets et l'ensemble des parties prenantes. L'ICIT a une vraie valeur, ce n'est pas simplement un questionnement, encore un, sur la ville de demain et son ingénierie et son architecture. On voit bien à travers vos propos les uns et les autres, et je vous en remercie beaucoup, un croisement avec des points de départ qui ne sont pas forcément les mêmes, des enjeux. Alors on a essayé de ne pas mettre la question institutionnelle forcément au cœur des débats pour pouvoir justement, dans cette plénière d'ouverture, élargir le champ et puis faire émerger un certain nombre de grandes questions qui pourront ensuite être traitées dans le cadre des ateliers. Entre l'intervention d'Anne-Sophie Barthez, celle de Serge Bossini et la vôtre, Christian-Lucien Martin, on voit bien quand même une forme d'attente aussi forte des pouvoirs publics à différents niveaux et de trouver des solutions qui permettent ce décloisonnement dont on a besoin et qu'en même temps on ne peut pas juste décréter. Je retiendrai aussi l'appel de Caril Salovkost à venez vers nous, trouvons ensemble des manières de travailler efficacement justement par rapport aux problématiques immédiates qui sont celles d'une très grande collectivité et pour valoriser ces opportunités. Voilà, donc ce n'est pas du tout une conclusion. Merci beaucoup, sauf s'il y avait encore un dernier propos, mais merci beaucoup à vous tous. Laurent Trie, directeur de l'enseignement de la CCI par Île-de-France, Christian Lucien Saint-Martin, Max Roche est parti, Karine Salovkost, Kees Slingerland, Serge Bossini et bien sûr aussi Pierre Welz.